CHU de Nice. Nous sommes vraiment très très heureux de vous accueillir ici, si nombreux. Vraiment, c'est une grande joie de vous voir. Et donc, rapidement, on va présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau du CHU, au niveau de l'Observatoire, parce qu'il y a, je crois, pas mal de personnes qui ne sont jamais venues, en tout cas un certain nombre ne sont jamais venues. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du CHU de Nice. Donc, on a de longue date, depuis 2014, une association qui a été créée par notre ex-doyen, le professeur Patrick Baquet, qui s'appelle l'OMCNC, donc Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles. Et puis, depuis 2 ans maintenant, on a eu la chance d'être un des premiers CHU à avoir une unité de médecine intégrative, donc vraiment au sein du CHU, qui commence à s'organiser, qui commence à proposer aux patients l'approche justement de ces pratiques non conventionnelles ou de ces interventions non médicamenteuses, et aussi l'enseignement au niveau de la fac de médecine qui a commencé cette année officiellement, puisque tous les étudiants en médecine, à partir de 2023, ont reçu un enseignement sur la médecine intégrative. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont révolutionnairement changé ces derniers mois, ces dernières années. Donc on est vraiment très contents. Puis on est accueillis ici dans le Galet, qui est une salle magnifique. Et puis je voudrais juste remercier aussi un peu la fac, parce que jusqu'à présent on faisait des manifestations qu'on ne pouvait pas rendre gratuites parce que on est une association, on n'a pas d'argent. Et donc dès qu'il faut louer une salle, dès qu'il faut inviter des personnes, c'est extrêmement compliqué. Donc on était obligé de faire un petit peu payer nos personnes qui voulaient venir. Et puis là, en fait, on a eu, grâce à la faculté, grâce à l'UCA, à l'université, on a eu une subvention de quelques milliers d'euros, donc qui va nous permettre cette année de rendre tout accessible à tous. Et ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes si nombreux ce soir, et on en est vraiment ravis. Alors, on est tous formés à l'Observatoire des médecines non conventionnelles à certaines pratiques, l'hypnose, notamment en ce qui me concerne, la méditation. Puis quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué de savoir si ces 2 pratiques psychocorporelles se ressemblent, ont vraiment des différences ou pas. Et donc, on a eu envie ce soir de discuter de ça avec vous. Et pour ça, on a demandé à 3 de nos experts de notre groupe de partager cette soirée avec vous. Je ne sais pas si, Béa, tu vas présenter ça ou tu veux juste que je cite vos noms. Donc, il y a le docteur Brice Lemaire. Pour une fois, on commence par les hommes, parce qu'ils sont en sous-effectif. Donc, on va se les chouchouter un peu quand même. Voilà, donc le docteur Brice Lemaire, qui est chirurgien dentiste et qui est vraiment très, très compétent en hypnose, il va nous raconter tout ça. Docteur Béatrice Leloup, qui est la présidente de l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles, qui est surtout experte en méditation, mais qui connaît aussi l'hypnose, qui est un petit peu la personne qui sait parfaitement faire le lien, puisqu'elle a ces 2 compétences. Et puis le docteur Kenza Bouredji, qui est oncologue à Antibes et qui elle, est vraiment experte en méditation, puisque c'est elle aussi qui fait l'enseignement auprès des internes et des futurs médecins généralistes. Voilà, donc moi je vais vous laisser passer cette bonne soirée avec ces 3 personnes, et puis ça va être très interactif, et j'espère que ça va vous plaire, et je vous souhaite donc une bonne soirée. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Bonsoir, vraiment bienvenue. Et je me disais que comme on est quand même en tout début d'année, c'est important aussi de vous dire tous nos vœux pour cette année 2024, et qu'on pourrait se souhaiter tous que ce soit une année justement pleine d'échanges chaleureux et respectueux, de dialogue, de tisser des liens, des ponts dans nos différentes pratiques, aussi dans nos visions de la santé, du monde. On a forcément tous un peu des parcours différents, mais si on peut conserver ça, ça me paraît un beau projet pour l'année. Et voilà, et c'est dans cette optique-là qu'on vous proposait ce soir de découvrir un petit peu plus les ponts qui existent entre l'hypnose et la méditation de pleine conscience, qui sont des pratiques différentes, mais néanmoins avec des points communs, on le verra, des différences, des effets sur la santé, que ce soit en prévention ou après dans les soins. Donc on va explorer tout ça, et on a voulu tous les 3 que ce soit une soirée vraiment pratico-pratique. C'est pour ça qu'on vous propose
des temps de pratique, vraiment, et puis, bien sûr, avec des petits feedbacks et échanges. Et puis, on aura quand même un petit moment où on va vous donner quelques pistes de réflexion plus concrètes. Et voilà, donc on va pouvoir très vite là, démarrer. Ce que je voulais juste également rajouter, c'est qu'on a souvent des fausses idées aussi sur ce que sont ces deux pratiques, où on pourrait avoir tendance peut-être à les opposer. On verra que ça n'a pas vraiment de sens de les opposer, mais ça peut être aussi complémentaire. Et que d'ailleurs, c'est intéressant de dire que quand on est formé à l'une des deux pratiques, il semblerait qu'on ait beaucoup plus de facilité ensuite à entrer dans l'autre. Voilà, ça c'est une petite remarque. Donc d'emblée, je vais passer la parole au docteur Brice-Lemaire qui va faire de la pratique. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc je suis chirurgien dentiste, je pratique et j'enseigne l'hypnose. Et dans le cadre de cette conférence ce soir, donc, je vais vous proposer qu'on commence de suite par se chauffer et faire un petit exercice d'auto-hypnose. Cet exercice, vous allez pouvoir le faire chez vous, ensuite le reproduire. On va un petit peu parler des types de transes en hypnose, en auto-hypnose, et comprendre qu'il y a deux types de transes, principalement une transe de relaxation et une transe d'activation. Donc là, je vais vous proposer ce soir, pour vous reposer de cette journée, de faire une transe dite de relaxation. Donc c'est une transe qui vise finalement à diminuer et ralentir la psychologie et la physiologie. Alors vous allez tous vous installer confortablement. Vous pouvez poser vos pieds à plat et comme vous avez la chance d'avoir des accoudoirs, vous allez poser votre main droite comme ça, comme si vous disiez « je le jure » sur votre accoudoir. Très bien. Alors ça va être très simple, je vais vous apprendre un mouvement très facile, vous allez faire un levier avec votre main. Voilà, comme ceci, tout le monde y arrive, merveilleux, super. Alors ça va être très simple, donc je vais commencer l'exercice. Quand le bras est en l'air, les paupières restent fermées. Okay. Et quand le bras s'abaisse, vous allez entrouvrir les paupières et vous pensez à la détente, au sommeil, à la relaxation. On commence. Le bras est en haut, les paupières sont fermées et vous baissez le bras, vous entrouvrez les paupières et vous pensez à la détente, à la relaxation. Le bras remonte, les paupières se referment et vous abaissez le bras à nouveau, les paupières s'entrouvent. Le bras remonte, les paupières se referment. Très bien. Et le bras s'abaisse à nouveau. Et vous pensez au sommeil profond. En continuant à tout entendre, le bras se relève. Et vous allez bloquer le poignet, le coude et l'épaule. Le bras va flotter en l'air, rester en l'air un petit instant. Vous allez prendre conscience de tous les bruits autour de vous. Peut-être les bruits de la climatisation, du micro, de ma voix qui vous guide. Et tous ces bruits en arrière-fond vont vous permettre de vous détendre davantage, de vous isoler, comme si vous alliez dans une bulle à l'intérieur de vous. Dans un instant, je vais vous demander, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. En les refermant, vous allez pouvoir plonger 10 fois plus profondément dans cet état de relaxation. 1, 2, 3, ouvrez les yeux et vous les refermez. Et vous plongez 10 fois plus profondément. Très bien. À nouveau, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et les refermer. En les refermant, vous allez plonger 2 fois plus profondément dans la détente. 1, 2, 3, ouvrez les yeux et vous refermez, vous plongez 2 fois plus profondément. Très bien. Et une dernière fois, vous pouvez ouvrir les yeux et plonger complètement dans la détente. Très bien. Les yeux restent fermés et plus le bras flotte en l'air, plus ça va vous entraîner encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément dans cet état de relâchement, de détachement. C'est simple, tranquille, facile.
le corps se relâche. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 à nouveau, et le bras va redescendre de façon totalement automatique, involontaire et sans effort, de façon graduelle. Et plus le bras descend, plus ça va vous entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément dans cet espace intérieur, dans cette bulle intérieure de détente, de relaxation. 1, 2, 3. Et vous laissez aller à votre rythme. Très, très bien. Afin d'approfondir cet état de détente, vous allez focaliser votre attention sur la respiration maintenant. Et sur chaque expiration, de façon graduelle et progressive, vous allez approfondir le détachement, le relâchement. Chaque expiration vous entraîne encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la détente. Comme des vagues de relaxation qui partent de la tête et qui vont jusqu'aux pieds. Vous pouvez avoir des sensations de chaleur, de lourdeur ou bien de légèreté. Et tout le corps, tout l'esprit se détendent. Totalement, complètement. Prenez conscience de vos appuis dans le fauteuil. Et vous laissez aller. Cet espace intérieur de flottement, un peu comme une bulle que vous venez de créer, une bulle de relaxation, de sensation de détente, vous allez pouvoir un instant vous régénérer. Reprendre de l'énergie. Aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Rien ne vous dérange, rien ne vous embête, tout est simple, tranquille, facile. Je vais laisser un petit silence pour intégrer toutes ces sensations. Très bien, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez prendre une grande inspiration pour revenir, ramener de l'énergie dans le corps. 1, 2, 3. Vous pouvez bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. Vous ramenez votre conscience ici et maintenant, dans le temps, dans l'espace. Et pour revenir complètement, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer et revenir totalement. Alors, c'est le premier type de transe qu'on appelle donc une transe de relaxation. Il y a plusieurs dénominations selon les écoles. On peut appeler ça aussi une transe stuporeuse, une transe léthargique. Le principe, en fait, c'est de ralentir psychologiquement et physiologiquement le corps. Donc, on va utiliser des techniques qui vont principalement activer, en fait, tous les systèmes de la détente, le système parasympathique. C'est basé sur des méthodes hypnotiques qui ont été beaucoup influencées par les pratiques de relaxologie aussi. Je pense à training autogène de Schultz, à la relaxation dynamique de Jacobson, etc. Et qui sont très intéressantes. C'est un exercice qu'on peut faire très facilement à la maison. Il faut savoir qu'en auto-hypnose, plus on pratique un exercice, plus on a de facilité à aller en transe, d'une part, et d'autre part, plus les effets se font sentir rapidement. Et c'est comme un muscle, en fait, hein, qu'on entraîne. Voilà. Quelles sont les indications de ce type d'exercice? On va l'utiliser principalement pour le stress, l'anxiété,
la fatigue, on va dire le manque d'énergie sur le plan psychologique ou physiologique, le burn-out. Pour la dépression, il faut faire des transes plus longues. Voilà, il n'y a pas de dimension d'hypnothérapie dans cette transe-là. C'est une transe vraiment léthargique, de ralentissement et de régénération davantage à la fois du corps et de l'esprit. Donc, si vous voulez échanger, partager, ou si vous avez quelques questions par rapport à cet exercice. Oui, il y a peut-être des remarques ou des réactions à ce qui a été vécu. Des petits témoignages. Comment ça a été pour vous? Bonsoir. Déjà, merci pour cet exercice. Je pense que mon bras est resté en l'air. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez donner comme information par rapport à cet aspect-là? Merci. Alors, par rapport au... Alors, ce qui est intéressant déjà, évidemment, quand on fait ce qu'on appelle des inductions collectives comme ça, c'est toujours délicat parce que chacun va à son rythme. Donc, il y en a qui vont plus vite en transe, d'autres, ça leur prend plus de temps. La transe, c'est véritablement un apprentissage. Donc, pour certaines personnes, par exemple, quand le bras redescend, certaines personnes le font consciemment, d'autres personnes sont plus dans le lâcher-prise, donc ils vont être davantage spectateurs du phénomène hypnotique qui se produit. Et il va y avoir éventuellement des petits mouvements saccadés qui sont davantage l'expression d'un phénomène, on va dire, moins conscient. C'est un phénomène davantage automatique. Dans votre cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 4-5 personnes qui avaient gardé le bras en l'air. Alors, ce qu'on appelle une catalepsie, en fait. Voilà. Catalepsie du bras. Et c'est un phénomène hypnotique qu'on observe très fréquemment en transe, et même qu'on provoque volontairement. Et qui est intéressant parce que non seulement les phénomènes hypnotiques sont les conséquences de la transe, mais ce sont surtout des bons générateurs de transe. Voilà. Donc, par exemple, pour vous, si vous voulez vous mettre en transe, fermez les yeux, vous laissez juste votre bras en l'air, comme ça, et en le laissant détacher, relâcher, vous verrez qu'au bout d'un moment, très rapidement, vous pourrez aller en transe, en hypnose tout seul. Je peux rajouter qu'en priori, je suis plutôt hypnotisable et j'ai déjà été mis en catalepsie entre deux chaises. Voilà. Donc, ok, d'accord, merci. C'est le même principe. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonsoir, merci. Alors, moi, je suis en burn-out depuis le 25 août. Bon, j'ai 41 ans, c'est la première fois, mais les raisons, ça va, on arrive à les connaître. Je me demandais, ce genre de transe, donc on est d'accord, on dit de relaxation, est-ce que ça nous demande pas aussi beaucoup d'énergie? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas évident, j'arrive pas à le dire comme il faut. Est-ce que ça ne nous demande pas trop d'énergie? Je sais que c'est fait pour la relaxation, mais est-ce que, si moi je le pratique ce genre d'hypnose, de transe, pardon, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est conseillé à quelle période d'icité, par exemple, pour pas trop demander d'énergie à un corps qui est déjà épuisé en fait? D'accord, c'est une très très bonne question. Alors, on pourra parler ensuite de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, le principe, c'est en fait souvent, c'est une pratique, on va dire, il y a plusieurs niveaux dans l'auto-hypnose. Il y a vraiment une auto-hypnose formelle, telle qu'on l'a fait maintenant. Après, il y a une auto-hypnose qui est plus informelle, qui est plus un rappel à soi, qui se rapproche davantage de pratiques, on va dire, plus méditatives au quotidien. Mais l'auto-hypnose, comme un exercice formel comme ça, il faut en faire pas longtemps, c'est-à-dire des transes courtes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, premièrement, assez régulièrement. Mais il ne faut pas que ça soit ni une discipline ni une contrainte. Il faut que ça reste un plaisir, du lâcher-prise. Et comme les pratiques méditatives, il ne faut pas que ça soit une corvée ou quelque chose à laquelle on s'astreint. Donc plutôt, on va dire, je ne sais pas, moi j'en fais 2-3 fois par semaine, un quart d'heure, 10 minutes, voilà. Après, il y a des cas où cette transe-là, léthargique,
elle est intéressante dans les cas, par exemple, de burn-out. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a fait quoi, 5 minutes. Mais en fait, une véritable transe léthargique, ça s'établit en 3/4 d'heure. Voilà. Donc on obtient des niveaux de transe beaucoup plus profonds dans lesquels on débranche véritablement les fils du corps et de l'esprit. Et ça se rapproche de pratiques anciennes de transe ancestrale qui étaient pratiquées dans ce qu'on appelait les temples du sommeil. On mettait les gens en transe de façon très prolongée. Et de façon prolongée, c'était plusieurs semaines. Voilà. Et le corps et l'esprit, comme ça, ont des capacités de régénération, tout simplement parce qu'en fait, comme on a, entre guillemets, débranché toutes les influences extérieures et aussi internes, le système, on va dire, biologique, au niveau du corps et de l'esprit, se remet en route. Donc là, dans ces cas-là, c'est des indications de transe de 2 fois par semaine qui vont être longues de 3 heures, 3-4 heures. Voilà. C'est très spécifique. Hein. Autrement, en temps normal, pour de l'auto-hypnose comme ça d'entretien, c'est quand on a un coup de mou, quand on se sent fatigué, etc. Et il faut savoir que l'auto-hypnose, c'est davantage dans le lâcher-prise, donc ça ne doit absolument pas nécessiter un effort. Parce que si on est dans l'effort, on est dans le conscient. Et en fait, l'idée, ça va être justement de passer d'un mode de fonctionnement conscient à un mode de fonctionnement subconscient, donc qui est beaucoup plus dans l'automatisme, la volontarité et surtout l'absence d'effort. Bonjour, Eric Malaise, patient partenaire. Je voulais savoir aussi s'il y avait des personnes qui sont plus réceptives en fait, à l'hypnose, et s'il y avait éventuellement des tests pour savoir, ou alors est-ce que c'est vraiment une question de travail, justement, à travailler peut-être plusieurs fois par jour ou dans la semaine, en tout cas pour évoluer. Alors, à mon sens, à partir du moment où on peut établir une communication avec quelqu'un, tout le monde est hypnotisable, ça c'est une évidence. Alors après, il y a différents degrés de suggestibilité qu'on évalue avec des tests. Voilà. Il faut savoir que grosso modo, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypnose, on va se retrouver à peu près dans, on va dire, 20-60-20, c'est-à-dire 20% de personnes très très hypnotisables. Ce sont ceux qui sont sélectionnés, par exemple, en hypnose de spectacle. Voilà, parce qu'eux vont dans des transes hallucinatoires quasi instantanément. Ensuite, 60% à peu près de transes moyennes, donc, et à peu près 20%, allez, on va dire 10% de transes légères et 10% où il va falloir un peu travailler, il y a des résistances. Ça, c'est vraiment à la première consultation. Mais ensuite, l'hypnose, c'est véritablement un apprentissage. Et en fait, au plus on fait de la transe, au plus on apprend à développer en fait cet apprentissage. Donc très rapidement, on se retrouve dans les sujets qui sont ce qu'on appelle high, c'est-à-dire les hauts suggestibles, et on peut très rapidement aller dans des transes somnambuliques au bout de, je sais pas, 2-3 séances. Ouais. Mais c'est une capacité qu'a le cerveau, mais certains sont plus doués que d'autres. Alors ça a été bien étudié. C'est une question d'âge, c'est aussi une question de milieu, c'est une question de prédisposition. Mais pour tout le monde, en tout cas, on peut s'entraîner et développer cette capacité-là. Alors, juste une dernière question, pour qu'on ne prenne pas de retard par rapport au déroulé de la conférence. Bonsoir, merci de votre intervention. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une modification des états de conscience? C'est ma première question. Et la deuxième, si j'ai le droit aussi, c'est est-ce que dans le travail de la transe, on peut mettre un projet au départ pour travailler sur une difficulté particulière? Alors, ou est-ce qu'on parle surtout de relaxation et de lâcher prise? Très bien. Alors, deux réponses rapides. Est-ce que c'est un état modifié de conscience? Alors, tout dépend de la définition qu'on donne à l'hypnose, et personne n'est d'accord. Moi, je dirais que pour moi, ce n'est pas un état modifié de conscience, même si on en parlera après. Pour moi, ce n'est pas un état, parce que c'est un processus, ce n'est pas une modification, puisqu'une modification, ça, c'est quelque chose qui ne change pas la substance, et on n'est plus dans le domaine de la conscience, on est dans l'activation du subconscient. Voilà. Bon, ça c'est pour la définition. Donc j'emploierai une autre définition pour l'hypnose. Deuxièmement, l'auto-hypnose, elle est toujours à visée thérapeutique. Voilà. Donc il y a toujours une intention, contrairement à la méditation où on est vraiment dans le laisser-faire ou l'observation. Enfin, on va comprendre avec Elsa. Mais l'idée d'auto-hypnose, il y a toujours une intention. Voilà.
Donc là, par exemple, même à travers un simple exercice de relaxation, l'intention, c'est je vais me régénérer, je vais me détendre, je vais récupérer de l'énergie. Donc, ça peut être fait, on va dire, sans but, mais on n'est plus dans le domaine de la même dynamique au niveau cérébral. On va continuer, ne vous inquiétez pas, on y reviendra quand même après dans la pratique. Et donc là, je vais passer la parole donc, à Kenza Boreggi, qui est aussi formée à l'hypnose avant ou après, je ne sais pas, dans le cycle de la méditation, mais c'est pas rare que quand on s'intéresse à une des pratiques, on soit quand même intéressé. Je pense que Brice a aussi des bonnes connaissances. Ce sont des pratiques quand même qui ont des points communs, on y reviendra. Donc je vais lui passer la parole pour aussi une petite pratique, parce que l'idée, c'est quand même que vous goûtiez un petit peu toutes ces expériences. C'est peut-être mieux que de passer tout de suite par le mental. Bonsoir. Alors ça marche. On va passer à l'expérience avant d'aborder la théorie. Moi, j'ai pris des cymbales, juste pour sonner un petit peu le début de la pratique et la fin de la pratique. Je vous propose de décroiser les jambes, de vous remettre dans une posture confortable, de vraiment relever le dos, décoller le dos du siège si c'est possible. Posez les mains là où c'est le plus facile pour vous. Et peut-être fermer les yeux, si c'est OK. On peut aussi les laisser entrouverts. Et juste là, de prendre quelques instants pour sentir comment ça va, là, maintenant. Comment ça va dans le corps, pour commencer? Est-ce qu'il y a de la fatigue, des zones de tension, ou toute autre sensation? En laissant déposer le poids du corps complètement sur le siège. Sentant nos points d'appui au niveau des cuisses, au niveau des fesses, les pieds. Sentir cette posture de l'intérieur, verticalité. Puis d'aller aussi explorer comment ça va dans la tête. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a une certaine agitation, des préoccupations? Juste constater sans rien changer. Et peut-être qu'il y a des émotions aussi qui sont là. De la peur, de la honte, toute autre émotion, de l'accueillir telle qu'elle est. Et je vous propose là d'aller porter notre attention au niveau de nos deux mains, là où elles sont posées, juste les mains. Particulièrement au niveau de la paume des deux mains. Focalisons complètement l'attention, comme si rien d'autre n'existait. D'aller explorer les sensations avec curiosité. Peut-être le contact avec les vêtements, avec l'air. Sensation de chaleur. Ou pas.
petits mouvements, des fourmillements. Juste les mains, rien que les mains. Et peut-être que votre attention s'échappe, attirée par des sons, par des bruits, ou par vos propres pensées, des commentaires, des questionnements, des critiques intérieures. Et c'est tout à fait normal. Sans jugement, vous allez ramener l'attention à nouveau sur la sensation des mains. Maintenir l'attention, sentir. Et puis peut-être encore une fois, tiens, une pensée qui apparaît. Je le réalise et je ramène mon attention encore et encore. Juste là, juste mes mains. Je peux ainsi alterner entre des moments de présence à mes mains et des moments de distraction. Et c'est OK. Dans quelques instants, je vais refaire sonner les cymbales pour terminer cette courte pratique. Essayons d'accueillir le son vraiment comme vibration sonore, focalisant sur ce son. Et essayons de rester présents à notre corps, même lorsque nous allons échanger tout à l'heure. Ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Alors, qui a eu plein de pensées? Levez la main. Ouais. C'est normal. C'est tout à fait normal. On est souvent distrait, surtout quand on n'a pas l'habitude de se poser. On est assailli de plein de commentaires, constellations de flots de pensées. Et la faculté d'être attentif, c'est une compétence qui s'acquiert. Dans notre mode de vie, en Occident, là, on est sans cesse sollicité. Notre attention, elle est tout le temps prise par les écrans, les réseaux, le numérique, ou alors par notre pollution intérieure qui est nos ruminations. On est sans cesse en train d'anticiper l'avenir ou d'être nostalgique par rapport au passé. Et notre esprit vagabonde. Donc ce mode de fonctionnement de rêvasserie ou de distraction, c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut au niveau d'imagerie cérébrale, on en parlera tout à l'heure. Et plus notre esprit vagabonde, plus on est malheureux. Moins on est présent à notre vie, moins on habite notre corps, et plus on est dans une espèce de virtualité, on se crée des scénarios. Et c'est juste ça, la méditation. La méditation, c'est d'être présent à notre vie. C'est d'être juste là.
Voilà, d'être présent à l'imprévu, de rencontrer toutes les choses que la vie peut nous apporter, qui est imprévisible, et d'essayer de rencontrer notre réalité avec plus de sérénité. Donc, l'idée, c'est de s'entraîner à être présent, parce qu'on sait que ça peut nous aider à mieux vivre notre vie, à améliorer notre santé mentale. Et ça fait partie d'une forme d'entraînement, un entraînement qui peut nous aider à vivre avec plus de sagesse, plus de clairvoyance notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience? Comment ça a été l'attention focalisée? Parce que je vous ai fait l'expérience qu'on a commencé là, parce que quand on commence à pratiquer la méditation, il y a plusieurs types de méditation, on en parlera après, mais la base, c'est de faire ce qu'on appelle l'attention focalisée. Et là, je vous ai fait une attention focalisée sur les mains, et peut-être que vous avez eu l'esprit qui est parti, qui est revenu. Quelle a été votre expérience? Qui veut partager? Bonsoir. Bonsoir. Et au départ, j'ai mis les mains sur les cuisses, enfin le bout des mains, des doigts. Je n'avais pas les paumes sur les... Micro. Je n'avais pas les paumes sur les cuisses, mais juste le bout des doigts. Donc c'était un peu gênant quoi, par rapport à la... Je me disais, il faut que je mette les mains à plat sur les... Et puis, au fur et à mesure que la séance s'est déroulée, même sans poser les paumes sur les cuisses, je sentais mes doigts qui s'enfonçaient dans la cuisse et c'était à la place de ma paume, quoi. Je me sentais confortable. Voilà. Je n'ai pas cherché à poser correctement la main parce que j'étais bien. Voilà. À un moment donné, il y a eu des pensées, des images. Vous êtes resté focalisé tout le temps. Okay. En fait, l'expérience méditative, elle n'est pas bonne ou mauvaise. On peut ressentir un bien-être, c'est très bien, mais ce n'est pas un but. Ce n'est pas de la relaxation. Parfois, c'est bien, c'est OK, c'est tant mieux. Et parfois, ça peut être désagréable, et c'est ainsi. Mais il n'y a pas de but non plus de bien-être ou de relaxation. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Brice, c'est le non-effort. La méditation, c'est juste se poser et observer ce qui se passe. Il n'y a pas un état particulier à atteindre, il n'y a pas un but, un état particulier, parce que c'est une expérience subjective et personnelle. C'est juste un entraînement, en fait, un entraînement à observer nos fonctionnements, en fait. À observer comment on fonctionne, parce qu'on a tous des tendances, des habitudes, des modes de fonctionnement. On vit au mode automatique souvent. L'idée, quand on se pose, on observe, tiens, je me suis jugée, mais j'aurais dû mettre les mains comme ça, si je peux me permettre voilà, on a des tendances, mais j'aurais pu faire ça. Il y a des commentaires qui se greffent à l'expérience. Et la méditation, en fait, c'est la phénoménologie de notre expérience. C'est juste observer ce qui se passe. Parce que plus on fait ça, et plus on est conscient de nos fonctionnements, plus s'il y a de la réactivité, par exemple, qui nous fait souffrir, on peut modifier. Si on en est conscient, c'est ramener de la conscience à nos fonctionnements. C'est intéressant parce que voyons, on voit déjà une petite différence. Donc en méditation, le but de la méditation, c'est méditer, en fait. Il n'y a pas d'autre but, mais il y a des effets secondaires qui vont être très précieux de bien-être, de stabilité, etc. Alors vous avez entendu tout à l'heure avec l'hypnose, il y a quand même en général un objectif, un but, se relaxer, lutter contre la douleur, prévenir la douleur, etc. Donc c'est déjà une petite chose qu'on peut... Il y avait un enseignant moi, qui me disait, c'est simple la méditation, tu t'assois et tu ne fais rien. Ça paraît très simple, mais en fait en pratique, ça demande quand même de l'entraînement, c'est pas aussi facile que ça. Je ne sais pas s'il y a une autre question, peut-être une autre témoignage.
Non, moi, c'est pour surtout dire que c'est vrai que moi, je me ruminais beaucoup. Effectivement, j'avais énormément de pensées. Et je pense qu'il m'a facilité aussi les choses, c'est que je le faisais après, en fait, de l'activité physique. Ça m'a énormément aidé, parce que je pense que j'étais plus à même, en fait, à se relâcher. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose aussi qui m'a aidé, en tout cas, donc, dans la méditation. Tout à fait, hein, ça rejoint la méditation. La méditation est avant tout une pratique corporelle. Parce que revenir au corps, ça nous permet de prendre de la distance vis-à-vis du mental qui rumine, qui envoie des pensées sans arrêt, etc. Il faut savoir qu'on ne peut pas bloquer nos pensées, on ne peut pas faire le vide. Ça, c'est une croyance qu'on peut faire le vide. Ça, on ne peut pas arrêter. Hein. On a plus de 60 000 pensées par jour et on ne peut pas les arrêter. Par contre, plus on va descendre dans les sensations du corps, plus notre relation avec les pensées va changer. Elles vont moins nous impacter. On va moins les prendre pour des certitudes. On va moins les croire. Tiens, il y a une pensée, ok, c'est une pensée. Voilà. Vous voyez aussi un petit point commun, on a quand même la notion de corps, de sensation corporelle. Hein, dans les deux, ça a été quand même abordé. Donc c'est intéressant de faire des petits alors, je sais pas si... C'est vrai parce qu'effectivement, il y a déjà un pont qui me vient là maintenant. Vous avez remarqué dans nos deux pratiques, hein, c'est cette focalisation, passe par le corps. Hein. Je pense que c'est un des ponts parce que dans les pratiques d'hypnose, moi j'ai commencé en tant que patiente hypnotisée et après j'ai découvert, je me suis formée à l'hypnose et après j'ai fait de la méditation. Mais c'est vrai que tu me corriges si je me trompe, mais au début, il y a une induction en hypnose qui permet de focaliser sur une partie du corps. Donc ça fait partie un petit peu, pour rentrer dans cet état de conscience, c'est la porte en fait. Voilà. Donc c'est intéressant, ce sont toutes les deux des techniques, des pratiques plutôt psychocorporelles. On va faire le lien entre les deux. Et vous savez que dans notre médecine, dans notre culture, c'est des liens que quand même on a souvent négligés quand même dans cette culture et qui sont en train de se redécouvrir, d'être redécouverts, redéveloppés, et que ça, pour le bien de tous, je pense. Je rajouterais juste que la méditation, elle peut être apparentée à une technique, ça a des applications thérapeutiques. C'est pas que ça, c'est vraiment un mode de vie. En fait, c'est la science de l'expérience. C'est la phénoménologie de notre expérience. Et derrière cette envie de nous libérer de la souffrance en faisant de la méditation, qui est une intention louable, il y a derrière tout un champ de connaissances qui nous vient des traditions, toutes les cultures, mais il y a tout un champ de connaissances qui s'apparente à la démarche scientifique. Hein, quand la démarche scientifique dans l'Occident, on va explorer quelque chose, on va observer, hein, et à partir de là, on va avoir des connaissances. Et dans l'expérience vécue, c'est pareil. Donc on va, de notre expérience, ressortir tout un tas de connaissances qui permettent de mieux appréhender la nature profonde des choses. En fait, hein. Ça s'apparente aussi à de la philosophie et à une claire compréhension de la vie. Parce que dans les pratiques méditatives, il y a beaucoup d'autres pratiques, hein, la conscience ouverte, la méditation en marche, et puis différentes pratiques de différentes cultures. D'autres cultures qui utilisent les mantras, ça aussi c'est une façon de focaliser un petit peu, etc. Alors moi j'avais une question à vous poser à tous les deux, mais alors d'où viennent ces deux pratiques, c'est-à-dire l'hypnose sur un plan historique? Qu'est-ce que tu veux dire en quelques mots? Alors, en quelques mots, ça sera un petit peu difficile. Par définition, l'hypnose, c'est une transe à visée thérapeutique. Donc la transe, ça existe depuis les débuts de l'humanité, on va dire, depuis les débuts de la conscience humaine. L'hypnose, si on doit la définir dans l'acceptation qu'on en a actuellement, on va dire qu'elle émerge à partir du XVIIIe siècle, avec un fameux Franz Anton Mesmer, qui n'a rien à voir avec le Mesmer qu'on connaît de nos jours en hypnose de spectacle.
Et puis après, elle gagne ses lettres de noblesse au 19e avec son entrée au niveau médical à travers l'hypnose anglo-saxonne, Brad, Elliotson, SD. Il faut savoir que l'hypnose, elle a été enseignée en France dans les facultés. Il y a eu un siècle d'or vraiment et un âge d'or de l'hypnose à la fin du 19e siècle. C'était enseigné à Paris avec Charcot, l'école de Paris, à Nancy avec l'école de Bernheim, de Liébaud. Et comme on parle davantage d'auto-hypnose ce soir, en fait, le père, l'inventeur de l'auto-hypnose, parce qu'avant on ne faisait pas d'auto-hypnose, on le connaît tous bien, c'est Émile Coué. Tout le monde connaît la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, etc. En fait, c'est pas du tout ça, Émile Coué. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est quelqu'un qui vient de cette fameuse école de Nancy, qui était pharmacien de son état, qui a développé tout un tas de stratégies. Vous pouvez trouver son petit ouvrage sur Internet, c'est libre d'accès, et qui était beaucoup plus subtil que ça, parce que ça venait vraiment de l'hypnose. Donc il faisait des tests, on parlait de tests de suggestibilité, il a découvert aussi les vertus et les effets du placebo, et c'est lui qui le premier a eu cette notion, on va dire, de définir en fait une hygiène de vie, je dirais, en fait, un chemin de vie qui permettait aux personnes comme ça d'aller mieux au niveau du corps et de leur esprit. Et toutes les règles ensuite qu'a énoncées, ce qu'on appelle les règles de l'esprit d'Émile Coué, elles sont toujours valables. Hein. Alors, on parlerait maintenant davantage de conscience, de subconscient, lui parler de raison et d'imagination, mais vous pouvez vous replonger là-dedans, c'est un très bon ouvrage. Voilà. L'hypnose et l'auto-hypnose, c'est vraiment la dimension thérapeutique de la transe, et c'est vraiment l'approche de l'Occident. Je pense que c'est peut-être ça qui différencie aussi l'hypnose des pratiques méditatives qui ont plus un ancrage et des traditions orientales. Oui, puis c'est vrai que dans le monde médical, il y a eu aussi pas mal de réticences à cause de cette image de l'hypnose, on disait tout à l'heure, de foire. C'est ça qui a induit des inquiétudes. Oui, il faut savoir qu'en fait, l'hypnose, tout à fait, même à l'heure actuelle, hein, on est toujours étonné de voir à quel point on est obligé de faire un discours préalable quand on fait de l'hypnose avec des patients pour leur expliquer ce qu'est l'hypnose et ce qu'elle n'est pas. Et en fait, toute l'ambiguïté vient du fait qu'il y a une différence entre ce qu'on voit vu de l'extérieur et ce qu'on vit en hypnose. Quand on voit quelqu'un qui est hypnotisé, que ce soit en hypnose thérapeutique ou en hypnose de scène, on a toujours l'impression que la personne, elle obéit presque servilement aux suggestions qu'on lui donne. Alors, c'est absolument pas ça. C'est en fait un état d'hyperconscience, je dirais, de focalisation aiguë de l'attention qui permet d'avoir encore plus de liberté intérieure. Ça, c'est important. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps à être accueillie dans les pays, on va dire, européens. Pour vous donner une idée, par exemple, elle a été reconnue comme médicale et scientifique par la British Medical Association en 1955, par l'AMA, l'American Medical Association, en 1958, parce qu'il y a eu énormément de traumatismes de guerre, etc., qui ont été guéris par l'hypnose sur le plan psychologique et physiologique. Et en France, en fait, il a fallu le temps qu'elle revienne, parce qu'elle était un peu disparue au XXe, et puis surtout, il a fallu l'apport des neurosciences et de l'imagerie. Voilà. Et ça a donné une caution scientifique à l'hypnose, aussi bien sur le plan thérapeutique que à l'hypnose médicale, dans le traitement des douleurs, etc. Et c'est ce qui a permis ensuite à l'hypnose de revenir sur le devant de la scène au niveau médical et de faire son entrée dans les CHU. Pour ce que dit la science, on va y revenir, mais peut-être avant, j'avais envie de demander à Kenza. Donc, au niveau oui, de ça vient, la méditation, il n'y a pas une notion un peu plus justement de spiritualité, tout à fait. A priori pas dans l'hypnose. Effectivement, dans toutes les cultures traditionnelles, on médite, que ce soit dans le christianisme, les kabbalistes ou les soufis. On a 2800 années derrière nous de pratiques, ce qu'on appelle les pratiques contemplatives. Mais c'est vrai que dans le monde occidental, c'est fin des années 70, c'est le professeur John Kabat-Zinn, qui était un pratiquant de méditation dans le cadre du bouddhisme zen et qui faisait du yoga, et qui travaillait dans un laboratoire de biologie moléculaire, qui était d'ailleurs un laboratoire qui était prix Nobel. Et il a eu l'inspiration, lors d'une retraite, de créer un protocole basé sur la méditation, mais dénué de toute connotation religieuse ou spirituelle, pour l'amener dans le monde de la santé.
Donc, comme il était chercheur, il s'est dit il faut que je crée un protocole reproductible pour l'amener, pour le faire valider scientifiquement. Et donc, c'est comme ça que c'est venu en Occident, parce qu'il a créé le protocole MBSR, que vous connaissez possiblement, Mindfulness Based Stress Reduction, le programme de méditation pleine conscience pour la réduction du stress. Et donc, il a créé la clinique du stress à l'université du Massachusetts en 1979, donc avec une intention de santé publique à la base. Donc, il a créé des groupes. Ce programme, c'est un programme, on pourra en parler, un programme qui est composé de à peu près sur 8 semaines, il y a 10 séances, il y a une journée de pratique, c'est des séances hebdomadaires de 2h30, voilà, avec des pratiques variées, d'attention focalisée, de scanner corporel, de méditation marché, basée sur le dialogue exploratoire, parce qu'on est dans l'expérientiel, pour apprendre par l'expérience et pas par la connaissance conceptuelle. Et ça a eu un énorme succès parce qu'il a commencé à faire valider première étude qu'il a fait sur la douleur, sur la fibromyalgie. Et donc, il a créé donc, des groupes hétérogènes. Il a mis des patients atteints de maladies chroniques, douloureux chroniques, maladies cardiovasculaires, des soignants. Et ça, à l'époque, c'était aussi tabou dans le monde médical, donc il a préféré utiliser le protocole de gestion du stress justement pour ne pas heurter la sensibilité de la communauté médicale. Depuis, donc ça fait plus de 45 ans maintenant, ça a remporté un succès fou, puisqu'il y a eu des milliers d'études cliniques, de recherches qui ont été validées, ce qu'on appelle maintenant les interventions basées sur la pleine conscience, qui ont montré des bénéfices sur la santé mentale, la santé physique. On pourra en parler, mais en tout cas, c'est ce qui a pu ramener la pleine conscience initialement. Après, il y a eu plein d'autres initiatives. Il y a le moine Thich Nhat Hanh qui a créé le village des pruniers. Il y a beaucoup d'occidentaux qui sont allés justement en Orient et qui ont créé des centres de mindfulness. Effectivement, en anglais, on parle de mindfulness, en français, on parle de méditation pleine conscience. La traduction n'est pas tout à fait très juste parce qu'elle porte un peu à confusion. Mais d'ailleurs, Jon Kabat-Zinn définit la mindfulness comme étant la conscience qui émerge lorsqu'on décide de porter notre attention sur l'expérience qui se déroule moment après moment, avec une attitude bienveillante et non jugeante. Donc donc c'est vraiment là le début. Et vous savez maintenant que dans tous les hôpitaux, on fait des groupes de méditation, et c'est aussi au-delà du monde médical, dans l'éducation, dans les écoles, dans le monde carcéral, dans le monde de l'entreprise. Il y a aussi un effet de mode aussi auquel il faut faire aussi attention, parce que ça peut être un peu dévoyé et il faut rester un peu vigilant. L'effet de mode qui est peut-être lié au fait aussi qu'on est dans un monde qui fait tout pour nous mettre beaucoup hors de nous. On est tu parlais tout à l'heure des écrans, etc. On est tellement sollicité que ça devient presque une nécessité d'apprendre à revenir chez soi, donc, comme on l'a vu dans le corps. Et donc c'est bien parce que ça fait lien. On voulait vous dire quand même un petit mot sur l'aspect scientifique avant de refaire un peu de pratique, puisque petit à petit l'hypnose et la méditation ont acquis, on dirait, leur lettre de noblesse pour rentrer dans le soin, dans les cabinets dentaires, à l'hôpital, en cancérologie, et puis comme vraiment des pratiques très soutenantes et aidantes. Et donc il y a beaucoup d'études, et notamment en imagerie. Alors moi c'est un petit peu mon domaine, parce que je suis radiologue de base, et je trouve ça très intéressant de voir que c'est l'IRM fonctionnel et ce qu'on appelle le TEP-TDM, qui est une scintigraphie couplée à un scanner pour bien localiser les zones. Et dans ces deux techniques qu'on utilise pour observer le cerveau des hypnotisés et des méditants, on s'est rendu compte
que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait au début. Au début, on disait, ben voilà, le cerveau gauche, il résonne, etc. Et puis le cerveau droit, c'est l'intuition, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des réseaux de communication très complexes. Et donc, il va y avoir des zones qui vont, entre guillemets, s'allumer grâce à ces techniques, on va voir, alors qu'ils ne sont pas les mêmes dans les deux techniques d'hypnose et de méditation, mais qui vont nous montrer voilà, les zones qui sont concernées, qui sont avec une augmentation du débit cérébral, de l'oxygénation, et qu'on va voir donc s'allumer sur les images des cerveaux. Donc ça a été très intéressant, et également d'autres études qui, peut-être Kenza complétera, mais qui ont montré qu'il y avait vraiment des effets, notamment par la méditation, mais peut-être en hypnose, d'action sur jusqu'à notre ADN, hein, puisque la méditation pratiquée au long cours va ralentir la dégradation de nos chromosomes, et puis va diminuer l'état d'inflammation du corps, etc. Donc il y a des milliers d'études qui sortent sur tout ça et qui confortent, enfin en tout cas commencent à rassurer le monde médical. Je ne sais pas ce que vous pouvez rajouter l'un et l'autre sur l'imagerie en hypnose. Ouais. Alors effectivement, depuis une vingtaine d'années, grâce à l'avènement de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, l'IRM fonctionnelle, au-delà des pratiques hypnose ou méditation, on s'est rendu compte que le cerveau, il y a une neuroplasticité qui est très très importante, et on a pu, grâce à ces appareils, de pouvoir observer le cerveau pendant qu'il fait une tâche. Et on a commencé par étudier, par exemple, certains experts, par exemple les musiciens, les chauffeurs taxis, et on a pu voir qu'il y avait des corrélats neuronaux entre certaines fonctions, et que certaines régions du cerveau avaient s'allumaient davantage au fur et à mesure que l'expérience s'accentuait. Par exemple, les chauffeurs taxi londoniens, je donne cet exemple, qui avaient cette capacité à s'orienter, à trouver n'importe quelle adresse. Ils avaient une zone dans l'hippocampe destinée à la mémoire spatiale, et plus ils acquérissaient de l'expérience, et plus cette zone s'allumait davantage. Donc on s'est un petit peu calqué dans la recherche sur ces experts, les musiciens qui faisaient des gammes de piano, etc. Et la différence avec la méditation, c'est que en fait, dans ce genre d'expérience, c'est plutôt des activités un peu motrices. Et la méditation, on est assis, on ne fait rien. Il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Donc, au début, je disais, il y avait un effet de mode. Donc, il y a une vingtaine d'années, il y a eu des études, notamment par exemple Richard Davidson aux États-Unis. Ils ont démontré qu'il y avait juste un changement structurel du cerveau au bout de 8 semaines. Donc, c'était assez spectaculaire. On est revenu un petit peu sur ça. Il se passe beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais pour modifier de façon structurelle le cerveau, il faut une pratique beaucoup plus longue. Il y a une méta-analyse qui est sortie l'année dernière, 2022. L'un des plus grands chercheurs, qui s'appelle Antoine Lutz, un chercheur français, laboratoire au CNRS, qui a pu démontrer que finalement, la modification elle est simplement fonctionnelle, et il faut une pratique intensive, et le MBSR, du fait de sa variété de pratiques, ne pouvait pas modifier à ce point comme ça a été dit. Donc, pour vous dire à quel point dans la science il faut être humble, il n'empêche qu'on voit très bien, on a étudié les méditants experts, vous connaissez Mathieu Ricard, où ils ont mis dans ces diagrammes tout plein de moines qui avaient des milliers d'heures à leur effigie de pratiques méditatives, et ils ont comparé leur cerveau à des personnes qui n'avaient jamais médité, et il apparaît qu'il y a vraiment une modification structurelle chez ces grands méditants. Et ce qui ressort, il y a certaines zones du cerveau qui sont beaucoup plus impliquées, notamment l'insula. L'insula, c'est un lobe qui est entre les deux hémisphères, un lobe à part entière, qui est impliqué dans la conscience interne de nous-mêmes. C'est l'interoception corporelle, ça nous permet de savoir comment on se sent, en fait. Comment on se sent, que ce soit dans l'espace, dans le corps, ou par rapport à nos émotions, ou par rapport à la douleur. Et donc cette région du cerveau s'allume préférentiellement, et franchement, qui sort du... Après, il y a le cortex préfrontal, impliqué dans l'attention, des zones du cortex cingulaire antérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des zones qui sont impliquées, par exemple,
la peur, l'émotion dans le cerveau limbique, dans par exemple l'amygdale. Et plus on va pratiquer, plus ces zones qui s'allument quand on est dans une émotion difficile ou de peur, plus on va pratiquer, plus ces zones-là vont se désengager. En fait, elles vont moins s'allumer parce qu'on va en fait créer des connexions, des synapses, et orienter par l'entraînement le cortex préfrontal, en fait, par exemple. Je donne cet exemple. Ça, voilà. Donc, pour vous dire que c'est un apprentissage et c'est, voilà, à force de faire, il y a vraiment une modification du moins fonctionnelle et peut-être structurelle. Pour ce qui est de l'hypnose, par exemple, ce qui me vient, c'est quand on est voilà, dans une métaphore hypnotique, on est dans l'imaginaire. Ce qu'ils ont pu observer, c'est si une personne va observer quelque chose dans son imaginaire, dans son expérience hypnotique, c'est le cortex visuel qui va vraiment, comme si elle le voyait vraiment de vrai. Si c'est des sons, pareil, c'est le cortex auditif. Si c'est des mouvements, c'est le cortex prémoteur. Je pense à une étude un peu incroyable où, je pense, en hypnose, on a suggéré à une personne de regarder des images en noir et blanc. Et effectivement, dans son cerveau, on lui montrait une image en couleur et il les voyait noir et blanc. Donc c'est ce que j'ai pu... C'est incroyable tous ces effets sur le cerveau. Et vous l'avez compris, on n'a pas encore... Tous les secrets n'ont pas été encore décodés. Voilà, ça continue. C'est assez passionnant de suivre cette actualité-là. Et donc, Brice, dans les effets biologiques mesurables... Alors... oui, je vous rejoins entièrement, c'est-à-dire, je pense que le cerveau, c'est vraiment le grand continent à explorer pour le XXIe siècle, voire au-delà. L'hypnose expérimentale, elle a plus d'un siècle d'existence. Au début, on a fait beaucoup d'hypnose expérimentale pour essayer de comprendre ce qu'était l'hypnose, tout simplement. Et il y a eu tout un tas de théories avec les moyens du bord à l'époque. On avait d'abord des enregistrements, on va dire, purement cardiaques, et puis après respiratoires. Ça, c'était un peu l'époque russe de Pavlov. Et puis après, on est passé à des ondes cérébrales, puis après, on est passé à l'imagerie cérébrale, évidemment. Ce qui est intéressant de comprendre, au-delà des milliers d'études qui ont été publiées. En hypnose, il y a énormément d'études, principalement sur la douleur. Voilà. Moi, c'est le domaine qui me fascine le plus, c'est la capacité, je crois que c'est ce qu'il faut retenir d'un point de vue neuroscientifique, que nos pensées peuvent agir sur notre corps. Ça, c'est quelque chose qui paraissait mystérieux dans les années 50, parce qu'on ne comprenait pas comment les soldats, par exemple, manifestaient des troubles post-traumatiques, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, que on a découvert à la fois les systèmes hormonaux, c'est assez récent, finalement l'influence des hormones sur le corps. Et les hormones sont produites par les glandes qui sont principalement situées dans le cerveau. Et après, on a découvert aussi les systèmes sympathiques, le système du stress, le système de la relaxation, etc. Et on a vu véritablement que le mental et l'activité mentale avaient un effet sur le corps. Et c'est ce qu'on a appelé la mind-body connection, c'est-à-dire comment, avec des pratiques psychocorporelles, on pouvait influencer le comportement du corps, dans les deux sens, aussi bien descendant qu'ascendant, c'est-à-dire descendant, pouvoir de façon négative stresser un individu, au contraire de façon positive le détendre, et en même temps de façon ascendante, comment on pouvait influer par exemple sur les schémas de la douleur, comment on pouvait accéder aussi en hypnose aux fonctions automatiques, aux fonctions vasculaires, salivaires, immunitaires, etc. Donc il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites dans ce domaine-là, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le langage, il a un pouvoir créateur, c'est-à-dire aussi bien le dialogue extérieur qu'on reçoit toute la journée, que le dialogue intérieur. Et ça, c'est peut-être le plus important dans la méditation, c'est ce dialogue intérieur. Et ça a un effet à la fois, évidemment, psychologique, mais surtout physiologique même. Et ça, la science l'a très très bien démontré. Donc c'est pour ça que ces pratiques psychocorporelles, que ce soit l'auto-hypnose ou la méditation aussi, c'est des pratiques, entre guillemets, d'hygiène de vie, mais d'hygiène de vie du corps et de l'esprit, pour être auto-régulatif, c'est-à-dire apprendre à gérer soi-même ses émotions, ses comportements, voire même de la symptomatologie, on va dire qu'on appellerait physique ou psychosomatique. Et c'est là où elle me semble avoir vraiment un champ d'action très largement sous-estimé à l'heure actuelle. C'est intéressant parce que ce dialogue intérieur dont tu parlais, je pense que là, qu'on a beaucoup alimenté un peu le mental, c'est bien, je pense que là, vous devez être
en pleine réflexion sur ce que vous avez entendu. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la douleur? Intéressant. La douleur, c'est une expérience multiple, hein, parce que multidimensionnelle. Moi, j'aime bien dire que c'est le mal aux deux flèches. La première flèche, c'est la sensation, hein, qu'on peut quantifier, hein, c'est l'expérience sensorielle. Et par-dessus, la deuxième flèche, c'est la réaction psychologique. C'est sur ça que peut jouer la méditation ou l'hypnose. Il y a eu beaucoup d'expériences au niveau cérébral pour justement objectiver cette décomposition, découplage de l'expérience douloureuse entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Et donc la méditation aussi a apporté son bénéfice sur la gestion de la douleur. Donc il y a eu beaucoup d'études sur ça, je ne vais pas m'étaler. Mais ce que je trouve intéressant pour vous, pour faire le lien entre les deux, c'est qu'en méditation, on essaye d'accueillir le désagréable. On travaille pour accueillir la douleur, pour lui offrir l'espace, hein, dans l'expérience. Alors que dans l'hypnose, on essaye de se dissocier de la douleur. Ou alors, quand on travaille sur des douleurs chroniques, le thérapeute va essayer de déprogrammer tout ce qui est distorsion cognitive qui sent quand on a une douleur chronique qui dure depuis 3 mois. Il y a toute une composante cognitive qui va faire que la douleur va vraiment s'ancrer. Et c'est sur ça que l'hypnothérapeute peut jouer. Et dans la douleur aiguë, parfois, quand on a très mal, quand la douleur est très importante, la méditation ramène dans le corps, c'est difficile de revenir au corps. Et dans des cas, par exemple, où on utilise l'hypnosédation ou l'hypnoanalgésie, on va essayer de se dissocier du corps, donc détourner l'attention. C'est un petit peu voilà, des petites choses comme ça qu'on peut faire. Voilà. Donc après, avec la méditation aussi, on peut avoir beaucoup de techniques pour accueillir la douleur, focaliser sur une autre partie du corps, etc. Voilà. Donc il y a des chemins différents, mais qui vont dans les deux cas être précieux. Alors là, comme il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, je pense qu'on pourrait faire une pratique avec Kenza, de nouveau, de 10 minutes. Et après, on reviendra à l'hypnose, comme ça, la boucle sera bouclée. Ok, allez, je reprends mes cymbales. Allez, je vous propose de retrouver la posture, retrouver cette assise verticale, cet alignement du corps, avec juste l'intention d'être présent à nous-mêmes. Laissez les paupières se fermer si c'est plus facile. Et puis juste là, d'aller rencontrer notre respiration telle qu'elle est. Sentir le passage de l'air là où c'est le plus facile à sentir. Sentir ce doux passage de l'air qui rentre et qui sort. Rien n'a changé que de suivre ce mouvement naturel. Avec curiosité, sentir la température qui peut changer entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Le rythme qui peut changer. Respiration après respiration. Et peut-être que là encore, l'attention va s'échapper, attirée par des commentaires intérieurs, des images, des pensées. C'est ok, je le constate. Je ramène mon attention à nouveau sur le souffle.
sentir, respirer. Rien à changer, rien à modifier, juste être avec, tel que c'est. Et puis je peux sentir mon corps qui s'élève un petit peu à chaque inspiration. L'espace se crée dans cette cage thoracique qui devient de plus en plus spacieuse à chaque inspiration. Le corps qui se dépose à chaque expire. Mouvement d'élévation et peut-être un certain lâcher-prise. Essayons de sentir maintenant le corps dans sa globalité qui respire. De la tête aux pieds, aux mains. Conscience globale du corps. Englobant toutes les parties. Peut-être certaines parties relâchées, d'autres tendues. D'expérimenter maintenant une conscience plus large, d'ouvrir la focale. En sentant de l'intérieur tout son corps. Peut-être que dans cette expérience, je peux juste maintenant accueillir les pensées, les émotions et tout ce qui prédomine dans mon expérience, cette fois-ci sans focaliser. Sans retenir quoi que ce soit. J'essaye d'être présent à ce qui émerge. Une sensation par là, une pensée, une émotion. Sans m'agripper, sans retenir. Une présence spacieuse, non réactive. Ou juste d'être présent à ce qui est présent pour moi, instant après instant. Rien à faire que d'accueillir. Comme un vaste écran de la conscience qui observe, qui sent une multitude de composantes de l'expérience. Les sons, les impressions visuelles derrière les paupières, puis le son des cymbales qui va retentir à nouveau.
ouvrir les yeux et merci pour votre pratique. Merci Kenza. Vous avez vu que la respiration, c'est vraiment un bon moyen d'ancrage, de revenir dans l'instant présent. On dit que c'est parce que c'est une cible mouvante, puisque ça bouge par définition. Et ça permet de reposer notre attention. Alors peut-être justement, ça, on peut avec une pratique d'hypnose. Oui, on va faire une petite pratique d'auto-hypnose. Alors, je vais vous proposer autre chose pour vous faire expérimenter, comme disait Béatrice, une autre type de transe qui est en fait, à mon sens, la transe hypnotique véritable. Quand j'explique l'hypnose aux élèves à la fac ou à mes patients, je leur dis l'hypnose c'est très simple. En fait, la journée vous êtes conscient, la nuit vous dormez, vous rêvez. Quand on fait de l'hypnose, on fait un switch cérébral, on active le cerveau du rêve dans la journée. Et ce cerveau du rêve, il peut aller très loin parce que, comme le disait Kenza tout à l'heure, le cerveau fait très peu de différence entre finalement le rêve et la réalité. Et c'est comme ça qu'on a des phénomènes hallucinatoires en hypnose. Alors c'est une transe, on va faire simple, on va appeler ça une transe d'activation de l'imaginaire. La dénomination, c'est une transe somnambulique, c'est une transe davantage onirique. Je vais vous faire un petit exercice d'auto-hypnose que j'ai appris d'un praticien à qui j'ai été formé, qui s'appelle Bruce Heimer, qui est un spécialiste de la douleur aux États-Unis. Et c'est un exercice où on va utiliser une bille. Alors, j'ai amené des billes, je ne pense pas qu'il y ait autant de monde, donc je suis désolé, il y aura des patients qui auront des billes imaginaires et d'autres qui auront une vraie bille. Alors, je vais vous faire passer un sac et vous allez vous faire passer des billes comme ça, à tour de rôle, ne les perdez pas. Et vous allez garder votre bille, on va commencer cet exercice. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et ce qui est rigolo, c'est que quand il m'a appris cet exercice, il m'a dit, mais tu sais, moi j'ai horreur d'aller chez le dentiste et j'ai toujours ma bille dans la main. Et dans la poche. Et il va l'utiliser. Et vous allez comprendre aussi comment fonctionnent les talismans, les amulettes, les porte-bonheur, parce que c'est vraiment basé sur ce principe-là de la suggestion et de l'ancrage. Voilà. Donc quand tout le monde a sa bille, on va pouvoir commencer. Ça va être très très simple et amusant. Alors, c'est une induction qu'on peut faire en auto-hypnose, mais c'est aussi une induction qu'on peut faire en hypnose, ce qu'on appelle en hétéro-hypnose, avec un opérateur et un sujet. Et c'est intéressant aussi comme induction à faire avec les enfants. Je ne sais pas s'il y a des pédiatres dans la salle ou des personnes qui travaillent en hypnose avec les enfants. Les enfants sont vraiment des virtuoses de l'hypnose, parce qu'ils ont cette capacité justement dissociative à activer leur imaginaire. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est de jouer là-dessus, de jouer sur ce côté ludique. Et avec les enfants, on utilise souvent des accessoires. Ça peut être des pendules, ça peut être des billes, ça peut être tout un tas d'objets comme ça qui vont leur permettre de focaliser leur imagination et leur attention sur un objet particulier. Alors, tout le monde a sa bille. Alors, ceux qui n'ont pas de bille, vous avez une bille imaginaire, ça marche aussi. Après, vous pouvez repartir avec votre bille, vous les gardez. Alors, ce sont des exercices très simples, parce que là, c'est des exercices courts, mais comme je le disais, souvent les transes en hypnose, elles vont être beaucoup plus longues. Et donc, du fait de la longueur et du temps de transe, on va obtenir des profondeurs de transe beaucoup plus intéressantes qu'on va pouvoir exploiter au niveau thérapeutique, que ce soit en hypnose opératoire, c'est quand on opère quelqu'un, on soigne quelqu'un avec de l'hypnose comme outil, en hypnose aussi médicale aussi, pour traiter toutes les affections, on va dire davantage physiologiques, tout ce qui est psychosomatique, et aussi en hypnose thérapeutique, pour traiter tout ce qui est davantage de l'ordre, on va dire, du comportemental, du psychologique. Très bien. Alors, vous allez mettre votre bille dans votre main. Donc, si vous êtes droitier, vous la mettez dans la main droite. Si vous êtes gaucher, dans la main gauche. Tout ce que vous avez à faire, comme disait Betty Erickson, qui est la femme d'Erickson, quand elle lui demandait de faire de l'auto-hypnose, c'est de regarder cette bille. Vous la laissez en fait occuper le centre de votre attention. C'est tout le secret. Donc, vous allez regarder cette bille, sa couleur, les sensations au niveau de la main, sa texture, sa température.
Vous pouvez vous rappeler du temps où vous jouiez aux billes, quand vous étiez petit à l'école ou à la maison. Et vous allez laisser votre main se refermer sur la bille en même temps que vous fermez les yeux. Tout en conservant les yeux fermés et la main refermée sur votre bille, vous allez continuer de visualiser mentalement cette bille, sa couleur, les reflets, sensations au niveau de la texture, de la température, et sentir le contact de votre bille dans votre main. Cette bille, elle a une capacité étonnante. En effet, elle va vous permettre de conserver et d'ancrer une émotion. Pour faire cela, c'est très simple. Vous allez choisir une émotion que vous souhaitez conserver et convoquer quand vous en avez besoin. Ça peut être de la joie, ça peut être de la confiance, ça peut être de la fierté, ça peut être de la gratitude. N'importe quelle émotion bonne pour vous. Vous n'avez pas besoin de la chercher, laissez-la venir tout simplement. Parce qu'en fait, en hypnose, quand on est dans un état comme ça, un petit peu de rêverie, les choses viennent naturellement, spontanément. Et vous allez tout simplement retrouver un souvenir agréable, un moment de votre vie, où vous avez ressenti cette émotion, peut-être pour la première fois, ou bien cette émotion a surgi. Quand vous l'avez, vous allez regarder la bille, ouvrir les yeux et les refermer en refermant la main. Et vous allez emprisonner cette émotion dans la bille. Vous allez sentir cette émotion, cette sensation agréable et positive, qui va ensuite partir de cette bille, se prolonger dans le bras, dans l'avant-bras, et continuer son trajet au niveau du plexus solaire. Et sur chaque inspiration, vous allez amplifier cette émotion pour la faire rayonner dans tout le corps et dans tout l'esprit. L'inspiration devient ample, profonde, et vous laissez venir à vous, dans votre esprit, dans votre corps, cette émotion, cette sensation que vous avez convoquée. Et peu importe les conditions extérieures, vous savez désormais qu'à chaque fois que vous allez mettre cette bille dans la main, la refermer, vous pourrez très facilement refermer les paupières et ressentir à nouveau cette émotion, cette sensation. Pour l'amplifier et la diffuser, la faire rayonner dans tout votre corps et votre esprit, il vous suffira tout simplement, sur chaque inspiration, d'amplifier cette sensation. C'est tout le pouvoir de l'imagination sur le corps, sur l'esprit, de pouvoir changer un état, c'est-à-dire toutes les conditions psychologiques et physiologiques d'un moment. Et pour cela, la bille sert d'ancrage. Elle vous permet de retrouver un souvenir agréable, d'y associer une émotion, et ensuite de matérialiser cette émotion à travers un objet. C'est un processus très courant qu'on fait naturellement dans la vie quotidienne, mais l'auto-hypnose, c'est le faire volontairement
pour recréer soi-même cette bulle de confiance, de sérénité, de calme, volontairement. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3, vous prendrez une grande inspiration et vous pourrez revenir. 1, 2, 3, une grande inspiration. Vous revenez. Très bien. Merci. Là, ils peuvent repartir avec leur... Ils repartent avec leur vie, bien sûr. La vie est gracieusement offerte par l'OMCNC. C'est super. Bon, donc l'heure tourne, donc on va être obligé de conclure. J'espère que vous avez été content de pratiquer un petit peu, que reprenez quand même vos esprits avant de repartir. Mais en conclusion, on va peut-être, je sais pas, peut-être en quelques mots, Kenza, ce que tu dirais toi, par rapport à la méditation, par exemple. Parce qu'on n'a pas tout abordé ce dont on voulait parler, évidemment, le sujet est très vaste. Mais voilà, est-ce que tu aurais une phrase ou deux, la quintessence de la méditation? Je dirais, soyons conscients, cultivons la présence à nous-mêmes pour découvrir nos ressources, découvrir nos qualités du cœur que nous pouvons vraiment cultiver en pratiquant la bienveillance, la compassion. Et de cette façon, on pourra être plus ouvert aux autres et plus ouvert au monde et peut-être cheminer pour un monde meilleur, hein, peut-être. Et puis du coup, peut-être être plus résilient aussi quand on traverse des troubles de santé, maladies, deuil, etc. Il y a des ressources. Tout à fait, c'est réguler nos émotions, découvrir qu'on a vraiment des capacités. La connexion corps-esprit, c'est vraiment fabuleux et c'est des subtilités vraiment, que ce soit l'hypnose ou la méditation, on a des pouvoirs vraiment dans toutes les difficultés de la vie, face à la maladie, quand on va se faire opérer, quand on va on est face à toute une sorte de difficultés, de pouvoir utiliser ces pratiques, que ce soit en mode de vie ou comme technique, comme outil, ça peut vraiment nous aider à mieux appréhender les difficultés de la vie. Donc je vous encourage à essayer, à continuer la pratique, à trouver ce qui vous convienne, que ce soit l'une ou l'autre des pratiques, pour un mieux être, tout simplement. Merci. Et Brice, alors toi, en quelques mots, tu nous dirais quoi en synthétisant? Alors, on a bien compris qu'en fait, ce sont des pratiques qui sont cousines, c'est-à-dire ou voisines, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais les buts sont un petit peu différents, les méthodes sont un petit peu différentes, mais il y a beaucoup d'éléments, on va dire, cérébraux qui sont quand même du mode de fonctionnement cérébral qui ont des similitudes. Moi, je dirais que l'hypnose et puis l'auto-hypnose, c'est davantage peut-être, c'est aussi, pas davantage, mais c'est aussi un chemin de vie individuel et puis collectif, parce qu'évidemment, on est tous influencés les uns par les autres. À mon sens, c'est vraiment la découverte et la distinction entre un mode de fonctionnement conscient, entre guillemets, et un mode de fonctionnement subconscient, c'est-à-dire entre la partie de votre raison et la partie de votre imagination. Et en fait, souvent, alors j'ai essayé de faire... Tu vas me tenir le micro. En fait, souvent, on a, ça c'est mon conscient par exemple, ma raison, la partie rationnelle, etc. de mon cerveau. Et ça c'est la partie, on va dire, imaginaire, c'est le subconscient, etc. Et souvent, en fait, on a des... ça coïncide pas, parce que, par exemple, je sais pas, j'ai arrêté de fumer, et puis j'arrive pas, ou bien je vais maigrir, et puis, etc. Voilà, et en fait, le problème, c'est un peu tous ces dysfonctionnements entre deux modes de fonctionnement qu'on a. Et l'hypnose, je crois qu'en fait, le but, c'est de retrouver cette harmonie entre le conscient et le subconscient, c'est-à-dire établir un mode de communication privilégié qu'on obtient grâce à la transe, grâce à une technique dissociative, pour justement travailler l'un et l'autre séparément pour mieux les harmoniser.
Donc c'est à visée thérapeutique parce qu'il y a un but d'autorégulation. Voilà. C'est peut-être la différence, c'est-à-dire on va chercher véritablement quelque chose en jouant sur le pouvoir du mental, mais davantage sur le pouvoir de l'imagination, de la création. Alors que dans la stratégie, enfin c'est pas une stratégie, parce que ça serait, on va dire, réducteur de dire ça, mais dans l'approche méditative, il y a davantage une dimension de lâcher-prise, d'acceptation. Tout à fait. Je peux juste rajouter juste un conseil. Essayez de consacrer 2-3 minutes par jour à être simplement présent à ce que vous faites. Hein, par exemple, vous brossez les dents consciemment, boire votre tasse de café le matin, juste 3 minutes. C'est vraiment un entraînement à revenir à l'instant, mais par le corps, vraiment dans les sensations. Et plus on va développer cette présence à nous-mêmes, moins on va être réactif, moins le stress va nous impacter, moins les émotions, quand elles arrivent, de sentir vraiment ce qui se passe en nous, plus on est plus près de nos ressentis, moins on va être pris, moins on va être, moins on va souffrir, tout simplement. Ouais. Merci. Alors, juste pour conclure, moi je dirais que ça remet vraiment le patient au centre et cette idée d'activer nos propres ressources, que ce soit dans les deux pratiques, ça va vraiment être des pratiques qui vont permettre de prendre soin de nous, alors que nous allions bien à titre préventif ou que nous ayons des difficultés, des douleurs, des maladies, etc. Et que ces deux chemins qui sont, on l'a vu, un peu différents mais complémentaires, permettent d'aller vers l'équilibre et vers le mieux-être, la guérison. Et puis peut-être selon les étapes, on aura recours plutôt à l'un à l'autre. Hein. Si on va chez le dentiste, par exemple, on sera content d'avoir l'hypnose et puis la méditation dans d'autres. Après, chacun va construire son parcours, mais les deux peuvent être vraiment des pratiques aidantes. Voilà, donc il me reste à vous remercier. Je passe la parole à... Peut-être simplement pour l'illustrer avec ce qu'on fait quand même au niveau du CHU et au niveau de certaines expériences que nous avons les uns et les autres. C'est vrai que toi, Béatrice, tu utilises la méditation pour le personnel soignant, à l'Enval. Donc elle a mis en place quelque chose qui aide vraiment les soignants à passer un petit peu de temps justement à se consacrer à eux-mêmes, à être dans le moment présent, à retrouver leur corps, à ne pas penser tout le temps à leurs actes, à ce qu'ils vont faire. C'est très important ce voyage intérieur. On est dans l'ici et maintenant, on prend cette distance. Au niveau des soins médicaux, bien sûr que Brice, il utilise l'hypnose quand il va faire des soins dentaires. Et d'ailleurs, je suis une de ses patientes, donc je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire de passer par là. Mais d'autres personnes dans notre groupe ont fait aussi des travaux dans ce sens. Par exemple, en dermatologie, nous avons donc le docteur Pascal Delaunay qui n'est pas là ce soir, mais qui vient de terminer une étude sur comment l'hypnose peut aider dans la guérison de ce qu'on appelle les prurites cinématériales, c'est-à-dire des gens qui se grattent sans qu'on arrive à trouver pourquoi ils se grattent. Malheureusement, c'est des choses assez fréquentes. Alors, on leur fait toute une batterie d'examens, on ne trouve rien. Et bien, grâce à l'hypnose, il a prouvé, là, sur une étude, qu'il arrivait à guérir ces gens, à les soulager pendant des mois et des mois et des mois. L'étude vient de se terminer, alors dans 5 ans, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, clairement, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, moi, dans mon domaine de l'infectiologie, comment l'hypnose peut aider les femmes qui ont des cystites récidivantes. On peut se dire, c'est bizarre, un problème infectieux, comment l'hypnose peut les aider? Eh bien, tout simplement parce que le stress déclenche des cystites, parce que l'anxiété favorise les cystites, parce que la douleur fait que la cystite devient quelque chose qui vous envahit le corps et l'esprit. Donc voilà, toutes ces techniques, à mon sens, elles sont applicables dans tous les domaines de notre pratique médicale. Et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment, avec l'OMNC, avec l'UF de médecine intégrative, faire en sorte que petit à petit, cette culture de ces pratiques imprègne toutes les spécialités, toutes les disciplines, pour que ces outils puissent être mis en complémentarité avec les soins classiques et aboutir comme ça vraiment à un résultat optimal. Les gens, ils souhaitent être vraiment pris en soins de façon optimale. Et en plus, ça donne de l'autonomie. C'est pour ça que je me suis corrigée, je ne sais pas si vous avez compris, j'allais dire prise en charge. Horrible. C'est-à-dire, en fait, il faut absolument que les personnes arrivent à avoir de l'autonomie dans leurs soins.
Et ces deux techniques donnent à la personne une autonomie. Le patient fait de l'auto-hypnose, le patient fait sa méditation, personne ne le fait pour lui, il faut que ce soit vraiment lui qui le fasse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui soit responsable. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui participe beaucoup à la guérison, vraiment. Oui, ça crée un espace, cette autonomie qui redonne beaucoup de confiance, notamment chez les patients qui ont des maladies chroniques, par exemple. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez Nancy, tu veux témoigner de quelque chose, alors je vais te passer le micro. Oui, je voudrais dire à quel point j'ai trouvé génial le dernier exercice. J'aurais voulu qu'on le déconstruise, qu'on l'analyse ensemble, parce que c'est cette référence de la vie à l'enfant. Mais immédiatement, donc on va arriver sur je ne dirais pas du tout la pureté, mais la naïveté, enfin l'enfance, notre enfance. Et puis, tout de suite, on arrive sur la proposition de trouver une couleur. Moi, j'étais contente, je n'avais pas de billes, donc j'ai pu faire un bleu extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une référence à la beauté. Et la beauté, c'est vraiment ce qui va élever l'esprit. On ne va pas dire la beauté et la spiritualité, ça marche vraiment ensemble. Donc là, on va faire le lien entre l'enfance et la spiritualité, la beauté, passer par une élévation. Et de là, on va suggérer quelque chose qui est intérieur à la sensation, c'est-à-dire quelle émotion. Moi, par exemple, c'était cet après-midi, j'ai relu une lettre de mon fils et c'était une émotion extraordinaire d'amour, mais je ne pouvais pas trouver le nom de cet amour. Il n'y a pas de nom pour ça. Mais c'est de la délicatesse, de la tendresse, de faire attention, de l'assurance. Donc là, on revient à une émotion et on fait le lien avec la beauté. Et je pense que ce jeu entre l'imaginaire, la sensation, le passé de notre enfance, ça va nous élever pour nous construire autrement et pour nous construire dans quelque chose d'extrêmement supérieur à ce que nous sommes dans l'instant. Et donc je trouve génial cet exercice. Alors, merci. Merci Brice. Merci Nancy. C'est vrai que la créativité, l'imagination, moi je dis souvent à mes patientes que l'hypnose c'est quelque chose non seulement de sensoriel, mais presque de sensuel en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on peut laisser aller, débrider. Et je dis aussi souvent aux gens, mais vous entrez avec votre esprit critique, s'il vous plaît, vous le déposez là et vous le reprendrez quand vous partirez. Parce qu'il faut aussi se laisser un petit peu aller, retomber un peu en enfance. Voilà. Il ne faut pas s'auto-censurer. Dans ce genre de pratique, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et cet esprit de curiosité, justement, comme l'enfant, c'est aussi quelque chose qui est proposé en méditation, d'avoir toujours l'esprit curieux sur ce qui advient, et non pas toujours avec des références de ce que je découvre. L'esprit du débutant. Voilà, de toute attente, de tout préjugé. L'enfant qui découvre. Et c'est aussi c'est bien de nous ramener à ça aussi. Merci. Petite remarque. Oui, je ne serais pas intervenue, mais comme Nancy a parlé de ce dernier exercice, en fait, moi, j'ai été très surprise. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pas mal de pratiques et en hypnose et en méditation. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai refermé la main, avant que vous me disiez qu'il fallait que ça allait partir, qu'on allait ressentir la sensation dans le bras, etc., que ça allait traverser le corps, dès que j'ai fermé la main, hop, c'est parti dans le bras, c'est remonté. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai eu instantanément le passage dans le corps, avant que ce soit suggéré par la transe. Voilà. Donc je me demandais justement pourquoi, et quel avait été le mécanisme pour que ça diffuse aussi rapidement. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Non, c'est le pouvoir de. Enfin, moi, quand j'explique l'hypnose aux patients, je leur dis voilà, c'est le pouvoir de l'imagination, en fait. Hein. Voilà. Mais l'imagination, souvent, on croit que c'est là, en fait, c'est pas du tout là. Le conscient, le subconscient, c'est tout le corps et c'est tout l'esprit.
Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en hypnose sur les phénomènes hypnotiques, la sensorialité, tous les phénomènes, on va dire, liés au corps. Parce qu'en fait, l'intelligence, la vraie intelligence et la vraie harmonie, elles se trouvent dans le corps et dans l'esprit qui sont intimement liés. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, dès qu'on active quelque chose quelque part, ça se ressent partout. Il nous reste à conclure, je crois. Merci. Je crois qu'il y a des gens qui sont, mais bon, il est déjà... Tu veux pas qu'on prenne une ou deux questions encore? Dommage. On n'est pas aux pièces non plus. Hein. Il est déjà 9h moins 10, je me fous dehors. Mais... Personne ne sont pressés. Merci. Ça sera extrêmement rapide. J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous donner un nom de médecin qui traite la maladie de Crohn et la rectocolite avec l'hypnose. Enfin, votre question, c'est qu'il traite des maladies inflammatoires digestives en hypnose ou en méditation, c'est ça? Alors ici, on a... Maladie chronique, oui, c'était maladie chronique. Mais puisque vous posez la question de maladie chronique, on a un spécialiste ici qui représente une grosse association en France des patients qui sont porteurs de ces maladies de l'intestin inflammatoire et qui propose des cycles, notamment en hypnose. Tout à fait. J'ai à côté de moi donc Muriel qui travaille, ça fait déjà le deuxième cycle, hein, donc c'est des cycles de 7 séances. C'est vrai qu'on est... Alors, j'étais pas très convaincu au départ, donc parce que c'est pas du présentiel, c'est de la visio. Et sincèrement, les malades en sont ravis, on a des questions de satisfaction derrière. Et c'est vrai que ça fait quand même le deuxième cycle de 7 séances, on a 30 personnes en tout cas qui sont présentes donc, à tous les ateliers. Donc en hypnose, donc c'est le deuxième atelier. Et Béatrice vient de finir aussi donc, un cycle de méditation qui a super bien marché aussi. Donc voilà, ça c'est des choses effectivement que on peut proposer en tout cas au niveau de l'association. Alors c'est vrai qu'on va essayer de spécialiser un petit peu plus sur le Crohn et la RCH, mais sincèrement, nous maintenant on essaye aussi d'ouvrir à ce que ce soit les maladies chroniques et pas que le Crohn et la RCH. Quelle association? Oui, c'est l'association AFA Crohn RCH France. Crohn, C-R-O-H-N, RCH France. Merci beaucoup. Une petite question. Allez, ce sera la dernière, ok? Brice, c'est pour toi. Depuis le temps que je te connais, j'ai une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Pourtant, c'est une question très importante. Donc, est-ce que tu veux bien décrire en quelques mots la différence entre l'hypnose hellmanienne et les hypnoses les plus connues dans notre société, telles que l'hypnose ericksonienne et intégrative, par exemple, ou classique, ou ce que tu veux. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la différence entre l'hypnose hellmanienne et l'hypnose ericksonienne. Donc, question un petit peu de spécialiste. Mais Brice va répondre. Je réponds brièvement, ça sort un peu du cadre de cette conférence, mais l'hypnose ericksonienne, ça a été l'hypnose formée par Milton Erickson. Okay. L'hypnose hellmanienne, c'est une hypnose qui est différente. Elle a été créée par Dave Hellman, donc en 48-62, et c'est une hypnose qui est médicale. Voilà. C'est-à-dire elle vise principalement l'utilisation de l'hypnose comme un outil médical en plus de la... on va dire, de la spécialité médicale. Donc, ce n'est pas une fin en soi, elle est moins orientée vers l'hypnothérapie, elle est beaucoup plus orientée vers tout ce qui est hypnose opératoire, principalement, c'est-à-dire soigner quelqu'un en hypnose. Donc, ça va être tout le travail sur l'hypnoanesthésie, l'hypnosédation, l'hypnoanalgésie, traitement de la douleur chronique aiguë, etc. Et voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va être davantage orienté sur tout ce qui est psychosomatique au niveau médical. ORL par exemple, les bronchites, l'asthme, etc. Tout ce qui est cutané aussi,
Voilà, donc c'est vraiment une hypnose, j'allais dire, qui est appliquée et qui a été enseignée pour être appliquée comme ça. Il y a une dimension psychothérapeutique, on va dire thérapeutique, hypnothérapeutique, mais qui est moindre et qui est principalement illustrée par l'hypnoanalyse, la régression de la cause. Voilà. Mais ce n'est pas le cœur de métier. Il faut savoir que David Mann, à la base, n'était pas médecin, il était hypnotiseur de spectacle et il a modélisé ses techniques d'hypnose de spectacle pour les médecins, voilà, que ce soit les dentistes, psychiatres, psychologues, gynécologues, etc. Et dans ces années-là, alors c'est une hypnose qui est intéressante parce qu'en fait elle travaille beaucoup sur les niveaux de transe, voilà. Donc c'est vraiment de l'hypnose dans les niveaux de transe, somnambulique, S-Dale, Tright, etc. Et elle est moins psychothérapeutique, tout simplement parce qu'en fait Erickson lui était psychiatre, donc il a formulé une hypnose qui était pour soigner ses patients. Ben merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci à Kenza et Chris, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir, merci.